14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. S'il y a bien une injustice dans la sexualité, c'est la question des douleurs, parce que franchement, les femmes sont bien plus souvent concernées sur ce point que les hommes. Même si bien sûr les hommes aussi peuvent avoir mal durant un rapport, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Pourquoi les femmes sont plus sujettes à connaître des rapports sexuels douloureux? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Philippe Arlin. Et puis nous aurons Bernadette de Gasquet qui nous rejoindra dans la 2e heure. Bernadette a beaucoup œuvré sur le périnée et il est vrai que ce dernier joue un rôle important dans la sexualité féminine. Alors les douleurs, elles sont assez nombreuses et je pense qu'on va également dans un premier temps aborder la question du vaginisme qui malheureusement est encore une question assez taboue. Il y a des femmes qui sont atteintes de vaginisme et qui ne comprennent pas pourquoi la pénétration est parfois impossible ou alors en tout cas très douloureuse. Et puis de toute façon, une douleur ne doit jamais être ignorée parce que c'est une manière, si on l'ignore, de couper complètement son désir. Et c'est pourquoi je vous invite à venir nous rejoindre pour en parler. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Philippe Arlin, vous êtes sexothérapeute, donc c'est un petit peu, j'allais dire, votre sujet. Une femme qui a mal durant les rapports, il faut aller questionner où est-ce qu'elle a mal, quand est-ce qu'elle a mal, pourquoi elle a mal, et puis trouver la solution. Oui, parce que malheureusement, trop souvent, les gynécologues sont un peu impuissants face à ce type de douleur. Et c'est vrai que c'est dans le cabinet du sexothérapeute souvent que le travail va se faire parce que cette douleur, elle est physique, mais elle parle quelquefois aussi d'une douleur psychique. En tout cas, faut pouvoir explorer cette dimension-là. Oui, ça peut être un symptôme de quelque chose de plus profond. En tout cas, c'est pas une douleur qu'on peut ignorer parce que vous le dites très bien. Si on commence à ignorer la douleur au niveau de l'intime, le désir va disparaître. Notre corps, il n'a pas envie d'avoir mal. Très naturellement, on se précipite pas chez le dentiste parce qu'il y a toujours une appréhension de ce qui pourrait se produire. C'est normal. Donc avoir mal pendant l'acte sexuel, je pense que c'est le message le plus important de ces 2 heures, c'est non, c'est pas normal et oui, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas forcément toujours des solutions, on va pas vendre de miracles, mais il y a quand même énormément de pistes à explorer qui très souvent aboutissent à une sexualité épanouie derrière, sans douleur. Si on arrive à régler le problème de la douleur. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué que les femmes ont du mal à en parler avec leur partenaire. Beaucoup de femmes vont la subir. Alors, elles n'ont pas forcément toujours mal, mais c'est quelque chose qui est pas si simple à communiquer avec le partenaire. C'est déjà une première chose qui est. Comment vous expliquez ça? Alors, je pense qu'il y a une honte à ne pas fonctionner. Le mot est pas très poétique, mais nous les hommes, on va ressentir la même chose si on a un problème d'érection ou si on éjacule un peu vite. On va un petit peu avoir du mal. On met notre mouchoir par-dessus. Oui, on n'a surtout pas envie que l'autre nous en parle. Et puis, je crois, et c'est spécifique aux douleurs liées au vaginisme, je crois qu'il y a aussi les hommes qui sont pas toujours prêts à accepter, parce que quelque part, ça pourrait parler d'une interdiction de pénétrer ou d'une difficulté à pénétrer, et tous ne sont pas ouverts à accepter cette difficulté. Donc, il y a une espèce de honte à pas fonctionner, mais il y a aussi l'impression que si on le dit, ça va pas être entendu. Et ce deuxième point-là est extrêmement important parce que je crois que là, c'est extrêmement grave et la guérison passe par justement un accompagnement de tout le couple. Plus il y a une acceptation de cette douleur, plus on accueille cette douleur, plus on a des chances de la voir disparaître. Plus on la nie, plus elle va crier fort. Oui, ça paraît évident. Alors justement, le vaginisme, c'est un terme qu'il faut peut-être déjà expliquer parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce terme. Vaginisme, ça vient évidemment de vagin. Et ça veut dire que il y a un réflexe qui ferme le vagin, rendant le rapport quelquefois impossible ou en tout cas extrêmement douloureux. Alors il y a plein de types de douleurs. Il y a la douleur qui arrive tout de suite, qui est quasi fulgurante et qui empêche vraiment la pénétration parce qu'il y a un réflexe vraiment de défense du corps comme une décharge. Il y a aussi la douleur qui va venir
Alors, c'est pas très confortable au début, mais la douleur, elle vient comme un espèce d'échauffement. Le rapport sur le long terme devient impossible. Il faut être extrêmement précis quand on décrit cette douleur. Chacune parle de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a à chaque fois un traitement différent, mais c'est important de pouvoir, y compris nous, thérapeutes, bien entendre ce qu'on nous dit. À quel moment c'est difficile? Est-ce que la pénétration est possible? Est-ce que ça fait mal dès le début? Après, plus on est précis, plus on va pouvoir être efficace dans le traitement, ou en tout cas l'aide à adopter. Alors il y a des vaginismes primaires et secondaires. Oui. Primaire, ça veut dire que c'est dès le début de la sexualité. Voilà. Secondaire, c'est que ça arrive Ça après. s'est développé après. Et alors c'est toujours pareil, si ça se développe après, il faut comprendre quel est l'événement qui a provoqué le vaginisme, bien sûr. J'ai eu un cas qui rappelait notre émission d'hier. J'ai eu une patiente qui a développé du vaginisme suite à un adultère de son mari. Elle s'est fermée. Elle s'est fermée. Elle arrivait vraiment pas et a fallu vraiment qu'elle comprenne que son corps ne pardonnait pas quelque chose pour pouvoir de nouveau accueillir son compagnon. Alors ça s'est très bien réglé, mais voilà, ça peut être, et là on est dans du secondaire, vous avez tout à fait raison. Et encore une fois, on rappelle, le vaginisme, c'est pas forcément l'impossibilité de pénétrer, mais en tout cas c'est un acte qui va générer des douleurs. Voilà. Et alors dans le vaginisme primaire, il faut faire attention à cette sorte de systématisme. C'est vrai que ça peut être dû à des abus dans l'enfance ou dans l'adolescence. C'est pas forcément toujours le cas. Donc attention de pas tout de suite donner cette piste qui serait à ce moment-là une piste fausse. Je vais même aller à l'inverse, en tout cas dans ce que j'ai observé dans ma clinique au niveau de mes patients. Je suis à 70-80% de femmes qui n'ont pas subi d'abus, mais qui ont du vaginisme. Après, voilà. C'est la peur de la pénétration. C'est la peur de la mère qui a dit que c'était pas bien, que ça faisait mal, que c'est sale. Enfin bon, il peut y avoir plein de peurs. Il y a chez certaines de mes patientes, il y a des vaginismes qui se sont déclenchés parce qu'on a réussi à le retrouver en réaction aux règles. Oui. Le corps s'est fermé pour empêcher que ça sorte, ce sang. Et du coup, le problème du vaginisme, c'est que c'est souvent des contractions, donc comme vous l'avez dit, involontaires. Il faut apprendre à se décontracter. Donc que ces contractions involontaires, soient liées à la peur de la sexualité ou au fait de ne pas vouloir laisser le sang s'écouler à l'intérieur de son corps, on se contracte, mais après le problème, c'est qu'il faut apprendre à se décontracter. Et c'est tout le travail, un des plus gros travail qu'il va y avoir à faire au niveau thérapeutique, c'est apprendre à détendre son périnée, apprendre à respirer et éventuellement à utiliser, on en parlera, des dilatateurs pour Oui, il y a des objets qui peuvent énormément aider. Et c'est toute une rééducation Voilà. Que la femme va faire, alors toute seule ou avec son partenaire, ça dépend évidemment c'est du cas par cas encore une fois, et on en parlera certainement durant ces 2 heures. Après, il y a des douleurs qui peuvent être dues, c'est aussi un sujet un peu tabou, mais un sexe trop important ou un homme qui ne prend pas suffisamment le temps de préparer sa compagne. Il faut aussi oser le dire parce qu'on est là pour parler vrai. Il y a des positions douloureuses et des fois, et j'y mets un petit peu d'humour, mais je le fais de manière tout à fait sérieuse, je vous rassure. Il y a des fois, les patientes m'expliquent à quel endroit elles ont mal. Je peux décrire la forme du pénis de leur partenaire parce que effectivement, en fonction de l'endroit qui fait mal, là où ils vont taper... On voit votre expérience, Philippe Parlin. Oui, mais il faut en avoir dans ce métier. Oui, c'est vraiment indispensable de pouvoir visualiser. Là. Mais oui, il faut pouvoir visualiser si elle a mal là, sur tel type de position, c'est que le sexe vient taper là. Donc, si tape là, c'est peut-être qu'il a telle forme, etc. Il a peut-être une maladie de la péronie. Mais ça peut arriver. Et puis, on peut avoir simplement un sexe courbé. Ça existe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a des positions qui sont antalgiques, c'est-à-dire des positions où on n'a pas mal. Donc, déjà... comprendre ça. Choisissons la bonne position. Voilà, comprendre qu'on a mal parce que ça vient taper soit au fond au niveau du col, parce que ça peut faire très mal,
Quand on vient taper au bien niveau sûr, du bien col. sûr. Différents éléments comme ça, donc bien comprendre son anatomie, c'est utile pour le thérapeute, évidemment c'est la moindre des choses, mais c'est très utile pour la patiente parce que quand on peut poser quelque chose de rationnel sur une douleur, la douleur a déjà diminué de 50. Voilà. Et en règle générale, il y a toujours une cause d'une douleur lors d'un rapport. Enfin, je veux dire. Oui, on est soit pas, sur les muscles contractés, c'est déjà une cause. On ne sait peut-être pas pourquoi ils le sont, mais la première réponse, c'est on va apprendre à les détendre. Voilà. Et puis après, il y a des sexes un peu forts qui demandent plus de préparation. Et oui. Et ça, c'est aussi à négocier dans le couple. Hein. Et il faut savoir que par rapport à ça aussi, il y a des solutions. Il y a tout se réfléchit dans la sexualité, mais vous voyez bien là, on vient d'aborder un sujet qui explique pourquoi il est très important que le partenaire ne fasse pas de ça le problème de sa partenaire, mais bien le problème du couple, et que lui aussi vienne consulter pour qu'on comprenne ensemble ce qui se passe et qu'on adopte des solutions. Oui, qu'il y ait une adaptation, bien sûr. puisque de toute façon, s'ils sont ensemble, ils ont envie de rester ensemble, mais si la sexualité fait mal à l'un, ça risque ça va faire mal à l'autre après. Il y a des chances. Il y a des chances. Donc voilà. Donc on va parler de tout ça. Quelle que soit la douleur, quel que soit l'endroit où vous avez mal, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Philippe Arlin est avec nous et vous avez compris, c'est un géomètre qui va pouvoir donc vous expliquer le pourquoi du comment. On se retrouve dans un instant 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et nous évoquons les douleurs féminines lors de la sexualité avec Sophie qui commence et qui a envie de nous parler justement de ces douleurs. Merci Sophie de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Alors oui, moi je vous appelle parce que moi j'ai plusieurs douleurs, voilà. Ouais. Donc la première, c'est pas vraiment une douleur, c'est plutôt une gêne au début de la pénétration, selon certaines positions, c'est difficulté à rentrer. Et en fait, le truc c'est que moi j'ai subi une intervention pour un avortement il y a 2 ans, et en fait. Après cela, avant, on ne m'en avait jamais parlé, mais on m'a dit que j'avais en gros l'utérus rétroversé. Voilà. Et donc, je voulais savoir déjà, est-ce que ça pouvait changer, qu'on ait un utérus normal et que tout d'un coup il change, et est-ce que ça pouvait être la cause de... Alors, la cause, non, on ne peut pas affirmer que ça peut être la cause. Par contre, les utérus rétroversés, on les trouve souvent dans des cas de douleur, on les trouve aussi souvent dans des cas d'endométriose. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'un utérus rétroversé, c'est pas une fatalité. Il y a des kinés ou sages-femmes qui savent tout à fait faire les exercices qu'il faut pour le remettre en place. Et je vous conseille de le faire parce que il y a des douleurs qui disparaîtront grâce à ça. Donc ça existe. Ce sont des spécialistes du périnée qui vont faire une manipulation qui n'est pas forcément complexe, mais il faut être formé à ça. Donc renseignez-vous, il y a des sages-femmes qui font souvent la rééducation du périnée et certaines ont appris à faire ce type de manipulation. Il y a aussi des ostéopathes femmes qui savent le faire. En tout cas, on peut redresser un utérus rétroversé. Ah bon, c'est bon à savoir, je ne savais pas du tout. Oui, justement, on est un peu dans l'ignorance de ce genre de fait, mais vraiment, c'est possible. Après, ça ne dit pas que ça ne se remettra pas, mais voilà, c'est... Peut-être qu'il faudra possible. De temps en temps aller refaire voilà. la séance chez une sage-femme ou une... Alors encore une fois, c'est pas n'importe quel kiné, on est bien d'accord. Renseignez-vous bien avant, expliquez bien le problème. Certains ostéopathes aussi, j'imagine. J'ai... Bon, moi, je connais sur Poitiers parce que c'est là que je réside. Il y a une ostéopathe qui est vraiment spécialisée et qui le fait, et c'est vraiment un soulagement pour mes patientes. Donc, mais il y en a sur Paris, vraiment, forcément. Et vous avez d'autres gènes ou d'autres douleurs, Sophie ? Oui, alors ma deuxième gène, c'est c'est la lubrification. C'est-à-dire que
Alors, donc en fait, au début du rapport, je lubrifie très bien. Et au bout d'un moment, et alors en général, c'est soit après un orgasme, alors là, je deviens vraiment sèche, ou après que mon partenaire éjaculé. Et en fait, ça ne m'arrivait pas du tout avant. Et ça me pose un peu des soucis parce que c'est vrai que je sais pas, c'est peut-être un peu comme quand un homme a des pannes d'érection, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas chez moi, du coup ça me perturbe, je me pose des questions. Vous avez raison, on fait souvent le lien entre la lubrification féminine et l'érection, donc ça a du sens ce que vous ressentez, ce que vous dites. Alors, est-ce que vous avez déjà exploré ça avec votre gynéco ? Non. Ok, parce que je pense que ça mérite une exploration déjà médicale pour... Oui. On sait qu'au niveau de la sécheresse, il peut y avoir énormément de choses qui jouent. Donc c'est très important de les explorer. Après, il y a peut-être une explication du domaine plus sexothérapeutique, pour pas dire psychologique, parce que c'est un rapport de la psyché à la sexualité particulièrement, parce que c'est quand même un peu, si je devais traduire ça en mots, il y a votre corps qui dit bon ça y est, c'est bon, on s'est amusé, maintenant on arrête. On a joui, c'est pas la peine de continuer. Ouais, on va peut-être pas non plus. Allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais, ce qui me perturbe, c'est que ça m'arrivait pas du tout avant. Donc, et du coup, là, je suis là, oui, je pense bien qu'il y a un truc, surtout qu'au début, ça marche bien, quoi. Enfin, et paf. Mais on est bien d'accord qu'il y a quand même souvent une gêne et une petite douleur. Non, pendant le rapport, ça va. Pendant le rapport, ça va. Et en fait... des fois au début de la pénétration, parce que comme je vous dis, sur certaines positions, ça rentre pas forcément, mais après ça va très bien. Et sauf que vraiment, une fois que soit j'ai joui, soit le partenaire a éjaculé, je deviens sèche. Donc là, forcément, il y a douleur vu que ça frotte, ça brûle. Évidemment, il y a douleur, oui. Oui, mais là, on peut penser en effet que, c'est l'impression qu'on a tous les deux, Philippe et moi, c'est que il y a un moment, ça sert à rien de continuer, quoi. Mais mais ça se travaille. Oui. Sophie, il y a moyen de trouver des réponses. Vous êtes en rien condamné à quoi que ce soit. Simplement, votre corps a tiré une conclusion. Si c'est ça, et on va être très prudent, on n'est pas en train de poser un diagnostic, mais si on est sur cette piste que votre corps a tiré une forme de conclusion, un rapport, ça va, après bonjour les dégâts, pour faire simple, c'est peut-être parce que votre corps a mal interprété quelque chose, et dès qu'on lui transmettra le bon message, il le laissera passer. Je pense que il y a peut-être derrière cet avortement quelque chose qui traîne un peu, qui pourrait s'appeler de la culpabilité. Enfin, vous voyez, je sais pas. Là, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut que vous avanciez plus profondément avec. Ça parle de se laisser aller à prendre du plaisir sans limite. Oui. Vous voyez, oui. Donc voilà. Bien sûr. Faut comprendre aussi qu'est-ce que vous avez ressenti lors un avortement, c'est jamais anodin, c'est très rare que ça ne laisse pas quelque chose qu'il faut digérer. Donc peut-être que c'est cette piste-là qu'il faut suivre. Écoutez, mais ça vaut le coup de l'explorer en tout cas. Oui, c'est pas une fatalité en tout cas. Il n'y a pas de raison. Si vous lubrifiez au départ, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc il y a un stop qu'il faut comprendre. Puis souvent les logiques du corps sont très simple. Donc c'est pas quelque chose de monstrueux que vous allez découvrir. C'est souvent un truc très simple du style là c'est bon, on arrête. Pourquoi ? Voilà, donc si vous avez l'occasion, consultez parce que ça sera d'une grande aide et ça vous permettra de dépasser ça. Merci Sophie en tout cas, merci beaucoup. Merci Avant de faire la petite pause et de retrouver le Love Conseil, je vous propose de jouer à notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner votre BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon, peut-être une montre intelligente, la Smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. En tout cas, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 8e appel qui va gagner aujourd'hui. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors j'aime bien les vendredis, Philippe Arlin donnait un petit peu de travail aux couples qui nous écoutent pour le week-end. Et là, je vous propose des duos à différencier. Donc vous faites une liste de mots qui sont souvent associés et qui pourtant ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Et vous amusez tous les deux à les définir. Et c'est un bon moyen de se parler sans vraiment en avoir l'air. Alors bien sûr, j'ai pris quelques mots qui sont en rapport avec l'émission au sens large. Par exemple, jalousie et envie. Ça, a priori, ça peut être la même chose, mais c'est pas la même chose d'être dans la jalousie ou dans l'envie. Vous êtes d'accord? Donc, on n'est pas sur la même jalousie, en tout cas. On est d'accord. Honte et culpabilité. C'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir honte de quelque chose sans se sentir coupable ou l'inverse. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Naïveté et innocence. C'est intéressant aussi. Orgueil, vanité, amour, attirance, humour, ironie, humilité et sentiment d'infériorité. Ça, c'est intéressant aussi. C'est bien d'être humble, mais il faut pas que ce soit un sentiment d'infériorité. Bref, force, violence, lien, attachement, désir, besoin, compromis, conciliation, démission, détachement. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps. Je vais vous laisser liste, finir l'émission. Oui, ça je peux. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre que j'arriverai encore à trouver suffisamment. Mais il y a des tas de mots qui sont assez proches, mais qui finalement ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Donc, c'est intéressant de excuse et pardon. Enfin. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire une petite liste. Vous préparez une petite liste et puis vous amusez à en parler avec votre partenaire. Ça vous fera un beau sujet de conversation. Faut pas que ça termine en conflit, surtout pas, je m'en voudrais. Et le but n'étant pas d'avoir raison, mais de réfléchir. Ensemble. Ouais. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour Philippe, bonjour Brigitte. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Donc vous avez eu des douleurs lors de la pénétration, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai eu des douleurs il y a quelques années et c'était toujours du même côté. Donc je suis allée voir mon gynéco qui m'a dit de mettre du lubrifiant. Donc après, ça s'est plutôt bien passé. Et puis il y a 3 ans, suite à des analyses, donc les contrôles qu'on a régulièrement, j'ai eu une suspicion de papillomavirus, c'est ça? Oui. Et donc j'ai eu ensuite une colposcopie, puis conisation. Donc, si j'ai bien compris, on nous enlève un petit morceau de l'utérus, c'est ça? Il faut un petit prélèvement. C'est au niveau du col surtout. On vient supprimer la partie où il y a des expressions des cellules liées au virus, des cellules qui peuvent devenir cancéreuses. Et peut donner tout à ce moment-là. Je ne savais même pas que c'était ça. Donc. Alors faites attention parce qu'on vous perd un peu, essayez de rester stable. Alors, je ne bouge pas, mais par contre ça résonne beaucoup. Oui. J'ai l'impression d'entendre double. Eh ben, nous on vous entend pas très pas très bien justement. Mais on vous entend pas très bien. Oui, et donc vous avez réglé ce problème, il n'y a plus de douleur ou? Alors disons qu'il y a en avril, là, j'ai rencontré une personne parce que j'étais seule depuis cette colposcopie. Seule. Et en avril-mai, je rencontre quelqu'un. Et en juillet, je me rends compte que j'ai une herpès génitale. Ok. Et donc là, grosse douleur. J'ai l'impression d'avoir une lèvre qui avait doublé de volume. Et moi, j'ai jamais eu ça à 61 ans. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Donc, je lui ai dit. Il m'a dit non, ça vient pas de moi. Bon, bref. Alors c'est vrai que c'est très 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 douloureux l'herpès génital et en même temps c'est pas très grave. Enfin je veux dire Alors c'est pas très grave à son temps parce qu'effectivement la gravité pourrait l'être au moment d'un accouchement. Donc je pense que on n'est plus dans cet âge-là, on est Je n'aurais pas ce problème. Voilà, mais c'est d'une douleur de son nom. Il y a les zonas aussi qui peuvent faire très très mal aussi. Mais l'herpès à ce niveau-là, l'herpès génital. Alors faut savoir qu'effectivement c'est pas forcément lui qui vous l'a transmis, mais l'herpès on peut l'avoir depuis très longtemps. Il peut être en sommeil, et il a pu se réveiller à l'occasion de rapports sexuel et puis un système immunitaire un peu affaibli qui laisse le virus s'exprimer. Donc c'est pas
il n'y a pas un rapport direct. L'herpès, on en est en grande partie tous porteurs. Donc il faut être prudent avant d'affirmer. Alors c'est extrêmement contaminant quand il y a des poussées, parce que quand il n'y a pas de poussée d'herpès, c'est-à-dire quand il n'y a pas ces boutons, ces irruptions, il est dans le sang, mais on ne le voit pas. Donc il a pu être là depuis longtemps et sortir malheureusement à l'occasion de ces retrouvailles heureuses qui ne le sont pas restées vu la douleur. Oui, d'accord. Et en fait, depuis le mois de juillet, j'ai eu 3 poussées, donc c'est vraiment horrible. Comme je sais plus. Et du coup, j'ai peur maintenant. Si je rencontre quelqu'un, j'ai peur d'avoir des rapports. Oui, alors quand vous avez des poussées d'herpès, il est évident qu'il faut éviter tout rapport, parce que là vous êtes terriblement contagieuse et vous pourriez le transmettre à un partenaire. Mais quand vous êtes en état de repos, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, vous pouvez tout à fait avoir des rapports sexuels. Donc vous avez peur de quoi? Vous avez peur que ça se réenclenche si vous faites l'amour, ou vous avez peur de le transmettre? J'ai peur d'avoir mal. Même quand je fais du vélo, maintenant des fois j'ai l'impression que juste après j'ai les lèvres hypersensibles. Alors oui, ce qui s'est passé, et ça, il faut que vous allez voir votre gynéco ou vous fassiez le travail vous-même, mais l'herpès peut laisser des traces alors c'est pas des traces, excusez-moi, le terme est pas propre, mais derrière des lésions herpétiques, on peut avoir une sensibilité, la peau est fragilisée, et donc effectivement le frottement peut faire mal. Donc si vous avez des pénétrations, dans ces cas-là, il faut absolument utiliser du lubrifiant pour éviter, parce que ça a fragilisé un peu la muqueuse des lèvres. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que ça vous gêne aussi quand vous faites du vélo, parce que ça laisse un petit inconfort, mais ça n'est en rien dangereux. Et il y a des crèmes qui pourraient vous aider. Donc allez voir votre gynéco ou parlez-en à votre médecin. Parce que je suis allée voir une sage-femme vendredi dernier. Oui. Parce que depuis, alors je ne sais pas si ça a une cause à effet, si ça a un rapport, j'ai mal au coccyx depuis le mois de juillet, et en cherchant d'où ça venait, parce que j'ai passé des radios, le coccyx, il n'y a pas de problème, j'ai pas de lésion, il n'est pas tordu, il y a pas. J'ai fait 2 fois l'ostéopathe pour ce coccyx, et on n'arrive pas à trouver d'où ça vient le problème. Donc c'est pour ça que mon ostéo m'a dit va voir une gynéco ou sage-femme. Et elle m'a donc massé à l'intérieur. Là. J'ai senti une douleur un peu, mais bon, parce qu'elle appuyait assez fort. Elle me dit il y a peut-être des adhérences. Et le coccyx, est-ce que ça peut avoir un rapport avec ça ou pas? Normalement non, mais encore une fois, je ne suis que sexothérapeute, je suis pas médecin spécialiste, donc je vais être très prudent. De mon point de vue, puisque c'est à moi que vous posez la question. Je n'ai pas connaissance de ça, mais je dis bien je n'ai pas connaissance. C'est peut-être une possibilité, mais je ne la connais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, encore une fois, Fabienne, et là on fait, là je fais un peu de psychosomatique, mais c'est toujours intéressant parce que ça c'est un peu mon domaine. C'est qu'au mois de mai, avril-mai, vous avez vécu un traumatisme. On entend bien que cet herpès que vous pensez qu'il vous a été refilé vous a beaucoup déstabilisé, et donc vous avez perdu vos assises. Et là, on parle bien du coccyx, voyez. Et je crois que il faut reprendre confiance en vous et comprendre que il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cette histoire que vous avez vécue avec cet homme. Qu'est-ce que vous y cherchiez, qu'est-ce que vous y avez trouvé, et qu'est-ce qui vous a déçu. Et je pense que c'est en avançant sur cette histoire et Je suis bien d'accord avec vous. C'est ce que je cherche depuis le mois de juillet et je ne trouve pas. Alors, quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous attendiez de cette relation? Qu'est-ce que j'attendais? Quand on ne connaît pas une personne, au départ, on n'attend pas grand-chose. Moi, ma démarche, c'était de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse passer un moment de ma vie, quoi. Oui. Prolonger, et vous vous êtes, et à mon avis, vous vous êtes senti un peu trahi et très en colère contre cet homme. Oui. Et là, vous êtes très en colère contre vous-même. Donc je crois que c'est quelque chose qui est à pactiser encore une fois avec vous. Mais là, je vous dis, je fais une interprétation un peu générale. Hein. Et quand on a une poussée d'herpès, de toute façon, c'est toujours une colère rentrée qui sort.
Ça me parle, oui. Vous voyez, donc il faut faire la paix avec vous et peut-être dans votre rapport aux hommes être plus tranquille, moins exigeante peut-être pour l'instant et être confiante dans vos assises. Vous êtes une belle personne qui mérite de faire une belle rencontre, mais elle se fera quand on est prête. Vous savez, moi je ne cesse de le rappeler, on va rencontrer des tas de gens dans sa vie, mais des belles vraies rencontres, on n'en rencontre malheureusement pas tant que ça. Ah oui, ça c'est... Et puis vous avez à tort interprété cette poussée d'herpès comme venant de lui, et moi je pense que il s'est trouvé là au mauvais moment. Oui, donc il y a apaisez-vous avec tout ça. Il y a quand même de fortes chances de penser que cette herpès était là avant. Et c'est vrai que c'est le gynéco qui m'a dit ça, donc maintenant moi je l'ai cru. Oui, non, mais la gynéco, pendant un an, elle a raison. Elle a raison de dire, puisque l'herpès, il arrive bien de quelque part, mais il a pu arriver bien avant et pas forcément à l'occasion de sexualité. Donc on peut être porteur d'un virus, surtout que vous avez eu aussi le papillomavirus. Voilà, ça pouvait être là et ça l'a réveillé. Donc je pense qu'il y a eu des raccourcis qui se sont faits dans votre tête et oui, ça a généré de la colère. Complètement. Donc, alors maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien me sortir de ce cercle qui tourne en boucle là. Oui, prenez, il y a des crèmes un peu cicatrisantes qui vont vous permettre de retrouver vos lèvres. Je n'ose plus faire de vélo. Là, je me suis acheté, c'est tout bête, mais une espèce de culotte pour faire du vélo. Oui, mais c'est peut-être là que vous vous êtes fait mal au coccyx d'ailleurs. C'est peut-être sur le vélo, parce que vous aviez mal devant, vous avez pris une mauvaise position. Ça, c'est possible. C'est possible, hein. Mais surtout, détendez-vous. Cet herpès n'est pas... Enfin, il est hyper douloureux et ça, franchement, je le souhaite à personne. Et puis ça revient souvent, c'est ça, depuis le mois de juillet 3, ça fait pas vous étiez très en colère. Est-ce que vous avez eu un traitement Oui, j'ai du... oral, du Zovirax, des choses comme ça? Non. Oui, enfin, vous avez été... La sage-femme m'a refait une ordonnance parce qu'à chaque fois, je reprends ce traitement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pas cyclovir, un truc comme ça. Oui. Voilà. Un cyclovir. Je prends un comprimé tous les 4-5 heures, voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout efficace, plus on peut le faire tôt, dès qu'on commence à avoir des démangeaisons, mieux c'est effectivement. C'est pour ça que dès que ça commence, hop, et c'est toujours la même lèvre, c'est toujours à gauche. Les douleurs que j'avais avant, c'était à gauche. Pourquoi à gauche tout le temps? Alors ça... c'est le masculin, le côté gauche. Prenez le temps... Prenez le temps aussi, prendre le médicament c'est très bien, mais prenez le temps aussi de mettre une crème pour y compris avoir un geste de réconciliation avec cette partie de votre corps. Parce que là, vous en voulez à votre corps. Je ne savais pas quelle crème mettre, j'en ai tellement, je ne savais plus laquelle, j'ai lu toutes les notices. Alors là, franchement, il faut juste une crème cicatrisante, la plus neutre possible, qui va venir nourrir votre corps. Et c'est autant le geste de douceur envers vous-même que la crème qui est utile. D'accord. Merci Fabienne, en tout cas, merci de votre confiance. Et puis, écoutez, soyez confiante. Et je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre. Eh bien, nous avons notre gagnant. C'est un gagnant aujourd'hui. Et c'est Arnaud qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bravo. Vous êtes donc notre 8e appel. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est le calendrier de l'Avent de la marque Guino qui contient donc des produits de soins et de beauté, un sérum crème hydrazone Nieu, un gommage éclat parfait. Alors je sais pas si vous êtes très en tant qu'homme à même de mettre des produits de beauté, mais sinon je suis sûre que vous trouverez quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et vous avez également gagné une carte cadeau d'un montant de 50 € chez Etam, Arnaud. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis on continue bien sûr ce grand sapin de Noël sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. N'hésitez pas, et vous pouvez bien sûr également jouer en vous connectant sur nos réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. Allez, on fait une petite pause, Philippe Arlin, et on continue avec cette émission qui rend service à toutes les femmes qui nous écoutent, évidemment. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Philippe Parlin est avec nous, sexothérapeute, et nous abordons un sujet essentiel, les douleurs des femmes lors des rapports sexuels. Et je crois, Flora, que vous souffrez de vaginisme, il me semble. Bonjour Flora. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, c'est le cas. Oui, il y a 35 ans, j'ai subi un traitement pour avoir un autre enfant pendant 5 ans et j'ai subi 2 FIV qui n'ont pas abouti. À la suite de ça, j'ai donc décidé de ne pas poursuivre. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai eu des maux de ventre très handicapants, très douloureux. On a jugé que j'avais un utérus fibromateux et on m'a fait une hystérectomie par voie basse avec des complications car il y a une déchirure de l'intestin. J'ai pas eu de traitement à la suite de ça, sauf des hydratants réparateurs style colpotrophine, Riplins, etc. Et que je continue à prendre d'ailleurs. Mais j'ai eu ces dernières années, j'ai des sensations comme des contractions utérines, mais malgré que je n'ai pas d'utérus, et comme une dilatation comme en période des règles. Et ça, j'en ai parlé au médecin, j'en ai parlé à mon ostéopathe, et on m'a jamais donné d'explication à ce sujet. Depuis 2 ans, j'ai pas de rapport sexuel, hein, c'est trop douloureux. Lundi, lors d'une visite de routine avec un nouveau gynécologue, et la pose du spéculum a été très très compliquée, très très douloureuse. Et là, il m'apprend que j'avais des brides vaginales, chose que l'on ne m'avait jamais parlé jusque-là. Oui. Là, on voit que ces FIV qui n'ont pas abouti, c'est quelque chose qui a été certainement très très douloureux psychiquement, et que votre corps, vous en payez le prix fort. Hein. Oui, je crois, oui. Et il vous propose quelque chose là, vous allez avoir un traitement ou pas? Parce que ces brides vaginales, c'est pas rien, hein, c'est des jonctions qui se font, des cicatrisations qui font des brides, c'est le moment de dire. Et qu'est-ce qu'il vous a proposé? À part vous dire que vous en aviez, il m'a proposé, il m'a demandé si éventuellement, on avait déjà un petit peu abordé le sujet avec le gynécologue qui me suivait avant, mais d'une intervention. Et bon, moi, je redoute cette intervention. Et là, bon, ce nouveau gynécologue m'en a parlé également. Et moi, je suis pas pour faire cette intervention, quoi. Alors, de toute façon, c'est votre corps et effectivement, ça met pas votre santé en péril. Donc, mais c'est ce qui provoque les douleurs et qui rend la pénétration totalement impossible. Ouais. Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences graves dans les années à venir ou seulement que des douleurs comme ce que j'ai actuellement? A priori, normalement, ça reste sur des douleurs. D'accord. Et ça évolue avec le temps. Ces brides vaginales, est-ce qu'elles vont évoluer avec le temps ou ça va se stabiliser? Honnêtement, ça, je pourrais pas vous dire. J'ai pas de recul. J'ai eu quelques patientes qui en ont eu, mais qui se sont fait opérer. Donc, je ne sais pas si, ne se faisant pas opérer, elles peuvent évoluer ou pas. Ça, faut vraiment que vous preniez le temps de discuter avec le gynéco. C'est lui qui vous propose une opération. Vous lui dites, ok, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si je me fais pas opérer? Comment ça évolue? Est-ce que ça veut dire que dans quelques années, je vais me retrouver obligé de le faire ou pas? Voilà, prenez le temps aussi, c'est leur boulot. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Posez toutes les questions. Vous êtes en droit d'avoir des réponses. Et là, franchement, je les ai pas, ces réponses. Je ne vais pas vous donner une réponse pour vous satisfaire. Je les ai pas. C'est à lui de vous répondre. Normalement, il n'y a pas de danger pour la santé. C'est plus une opération pour permettre de retrouver du confort, mais c'est bien qu'il vous explique sur le long terme. Bien sûr. Et vous êtes vous êtes seule actuellement, Flora, ou vous êtes en couple? Non, je suis en couple.
Donc il faut voir aussi avec votre partenaire comment vous pouvez faire évoluer votre sexualité. Vous n'êtes pas obligé non plus de subir une pénétration si c'est trop douloureux et impossible. Enfin, je crois que ça c'est aussi une discussion qu'il faut oser avoir clairement, quitte peut-être à aller consulter face à un sexothérapeute pour que les choses soient dites vraiment, parce que ça a une influence sur votre couple. Et puis moi je crois, je sais pas, par exemple quand Michel Odoul est là, n'hésitez pas à appeler, parce que je crois qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre aussi, qui est dans votre propre histoire, dans votre propre cheminement, pour pouvoir... il y a un deuil à faire. Voilà, il y a un deuil à faire, et puis il y a peut-être aussi une réappropriation de votre vie, de votre moi, si je puis dire. Et je crois, encore une fois, vous le savez si vous écoutez de temps en temps cette émission, Flora, vous savez à quel point notre corps parle de nos mots. Bien sûr. Et je crois que si vous êtes plus en paix avec la souffrance que vous avez dû traverser, comme par hasard, le corps se libère un peu, voyez. Ouais. Mais avec mon mari, on a tenté d'avoir de nouveau des rapports sexuels sans pénétration. Et malgré tout, j'ai quand même une sécheresse vaginale que je traite. Mais même à l'entrée du vagin, c'est très très sensible. Et même les frottements, si vous voulez, finissent par me blesser. Donc là, non, mais il n'est pas possible d'avoir une sexualité quand ça fait mal. De toute façon, Flora. Après, il y a d'autres choses à faire qu'une pénétration vaginale. Oui, et sans pénétration, ça veut dire sans frottement, y compris sur la vulve. Faut pas, c'est pas un demi-jeu. L'idée, c'est de qu'il glisse son sexe entre vos cuisses, sous vos bras, où il veut, mais pas là. Il peut stimuler le clitoris, ça n'a rien à voir, mais il faut éviter de frotter au niveau de la vulve parce qu'elle est réactive. Il y a une douleur à l'intérieur. Et donc elle réagit, donc ça c'est vraiment important de laisser cette zone au repos. Mais en tout cas Flora, je crois que vous avez besoin d'en parler, et il faut que moi je vous conseille vraiment d'une manière ou d'une autre, aller évoquer tout ce que vous avez traversé pour que vous puissiez être un peu plus en paix avec vous-même. Et ça, c'est nécessaire. Comme je le dis souvent, il faut mettre des mots M-O-U-T sur nos mots M-A-U-X. Ça me paraît évident. En tout cas, merci de votre confiance. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer les douleurs lors des rapports et les douleurs féminines. Philippe Arlin, vous êtes avec nous, vous êtes sexothérapeute. On voit bien que c'est un sujet encore très tabou qui mérite, et merci d'être là pour en parler. Je sais que vous faites un travail remarquable, notamment sur le vaginisme avec vos patientes. Ça mérite beaucoup d'écoute, de parole. C'est pas une réponse médicale dont ont besoin toutes ces femmes, c'est déjà d'une compréhension. Parce que la réponse médicale qui consiste à leur dire « mais je comprends pas, vous n'avez rien », si elles ont mal, il y a quelque chose. Voilà. Et cette réponse est douloureuse en plus. Donc voilà, moi j'essaye de leur ouvrir un espace où déjà elles peuvent déposer leur douleur et puis réfléchir à des solutions, réfléchir à ce que ça dit, et c'est vraiment extrêmement important d'en parler, et je vous remercie d'ouvrir votre antenne à cette problématique parce que ça touche énormément de femmes pour des raisons diverses, mais ça touche énormément de femmes. Et puis dans cette deuxième heure, on aura aussi le plaisir d'accueillir Bernadette de Gasquet, avec qui vous allez vous entendre très très bien, Philippe Arlin, puisque elle aussi s'occupe beaucoup du corps des femmes, et particulièrement de cette partie du corps des femmes qui ne devrait pas faire mal, puisqu'elle est censée nous apporter du plaisir, mais qui malheureusement fait bien souvent mal. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour à Philippe aussi. Bonjour Patrick. Alors moi je n'ai pas été confronté avec des partenaires qui ont eu des problèmes extrêmes, un peu pathologiques, comme peut-être peut le rencontrer dans son travail Philippe. Mais bon, c'est plutôt un témoignage plus global que je vais avoir par rapport à la douleur, puisque en effet c'est pas fait pour avoir mal. Et je raconte une anecdote. J'avais une collègue il y a une vingtaine d'années avec qui j'avais eu une discussion et qui m'avait raconté que avec son précédent mari, elle avait souvent mal, et puis que là elle était contente parce qu'avec son nouveau mari, ça allait bien et elle avait plus mal.
Et quand je lui ai demandé mais pourquoi tu lui avais pas dit à l'autre que t'avais mal, et elle s'est sentie un peu idiote en disant ouais je sais pas, j'osais pas. Et donc si j'ai un message à faire passer, c'est oser dire si on a mal, parce que je vais revenir sur un exemple plus personnel. J'ai une épouse avec qui ça se passe très bien, mais et on se connaît bien, mais parfois je peux être un peu plus rapide ou pas au bon moment, pas au bon. C'est pas tout à fait comme il faudrait, et je peux faire un peu mal. Tout de suite, elle me guide et elle me dit que ça va pas bien. Donc on fait différemment, puis j'attends, et puis on passe on prend plus de temps ou différemment. Donc la communication, je pense qu'une femme peut tout à fait dire à un homme qu'elle a mal. C'est même plutôt très conseillé, parce que je dirais, nous, on n'est pas des télépathes. Enfin, moi, je crois pouvoir déceler plein de choses dans les réactions de ma compagne. Vous êtes des bourrins, Patrick, c'est bien connu. C'est ça, ouais. Non, il y a deux choses. C'est que moi je l'entends de mes patientes, il y a eu des paroles où quand elles expliquaient ça, la seule réponse qu'on trouvait, c'était de rajouter du lubrifiant. Et je suis désolé, dans ce cas-là, le lubrifiant, c'est comme un chausse-pied. On force pas l'entrée d'une manière ou d'une autre, même avec du lubrifiant. Si on chausse du 37 et qu'on essaye de mettre du 36, même avec le chausse-pied, ça fera mal. Hein. Voilà. Il y a des moments où évidemment que le lubrifiant il est utile, mais il n'est pas la réponse à des douleurs. Mais je crois, indépendamment de tout ça, Patrick, Philippe, je crois qu'il faut pas oublier que pour beaucoup de femmes encore, la connaissance de son propre organe sexuel n'est pas très simple. C'est compliqué une vulve, c'est compliqué un vagin, et c'est compliqué de dire non. Et c'est compliqué de dire non, et puis parfois on a honte parce que ça fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne. Il y a des tas de raisons d'avoir mal, un premier rapport qui a été douloureux, un sexe. Si on n'a pas de rapport, il va peut-être s'en aller aussi, Brigitte. Oui, enfin, je veux dire, moi, je suis franchement, Patrick, je crois qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'être une femme pour comprendre à quel point c'est compliqué pour les femmes de dire qu'elles ont mal. Là, vous avez la chance d'avoir une femme qui est assez libre dans sa sexualité, qui a confiance en vous, vous avez confiance en elle, donc la communication est possible. C'est pas le cas dans la plupart des couples, malheureusement. Je sais, mais je pense qu'il y a un pari à faire. Enfin, en tout cas, on peut parier là-dessus. Alors, bien sûr, vous avez fait de lourd avec son bourrin. Bon, si on est avec quelqu'un qui est bourrin, au moins, je dirais, il y a plus de doute à avoir. Mais on peut parier aussi qu'on est partenaire. Et je pense que les femmes peuvent faire plus confiance aux hommes qu'elles ne le pensent, et qu'il y a un truc que les hommes, je pense, aiment en général, c'est qu'on leur demande de l'aide. Et il faut pas croire qu'un bon coup, c'est simplement quelqu'un qui va faire une bonne fellation, etc. C'est quelque part, bien faire l'amour, c'est quand on a une relation. On est à deux, bien sûr. Patrick, vous avez entièrement raison, sauf que le problème dans une part des cas de vaginisme, le problème c'est justement un manque de confiance dans l'homme. Donc, cette confiance, elle est difficile à donner. Vous avez 100% raison. Et c'est comme les éjaculateurs précoces, Patrick. Les 3/4 du temps, ils font semblant de pas savoir. Ils n'en parlent même pas à leur partenaire, qui pourtant le voit, parce qu'ils ont un manque de confiance dans le féminin. Vous voyez, je crois que c'est pas si simple, et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission depuis tant d'années. Complètement, mais parce que dans la croyance, parfois, on peut s'imaginer, justement, quand on n'est pas dans la norme, que ce soit un homme ou une femme, on peut être éjaculateur précoce, ou on peut avoir l'impuissance, ou on peut avoir des problèmes liés à la pénétration. Justement, on a une perte de confiance. Or, l'autre, alors je dis pas qu'il a la solution, parce que Philippe a un vrai métier, et il a une vraie pratique, et je pense que on n'est pas le thérapeute de son partenaire. Par contre, on est le partenaire. Et je dirais quelque chose de très simple. Il ne faut pas croire que tous les hommes trouvent uniquement du plaisir dans la pénétration. Mais c'est vrai, Patrick. C'est une évidence, Patrick, vous avez raison. Oui. Mais moi, j'ai beaucoup de... femmes, parce que je pense que justement, plus on a ce problème-là, plus on va focaliser, disant, mais Patrick, j'ai pas de pénétration, il va être très malheureux. Patrick, je suis d'accord qu'il y a énormément d'hommes qui n'ont qu'une envie, c'est faire plaisir à leur partenaire, et qui sont donc prêts à être plus attentionnés, etc. Je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi toute une catégorie de femmes
qui se sentent très vite un petit peu abusés parce que et qui n'osent pas exprimer clairement leurs désirs. Donc on essaye d'avancer, mais c'est pas facile et c'est du cas par cas, donc voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a une incompréhension entre les hommes et les femmes qui est encore très très forte et qui mériterait d'être de plus souvent expliquée, oui. Mais moi je me réjouis, Patrick, et c'est une bonne nouvelle qui va dans votre sens. Plus ça va, plus mes patientes viennent accompagnées de leur partenaire pour consulter sur un problème de vaginisme, et le partenaire est parfaitement respectueux dans la compréhension et ils vont régler le problème à deux. Donc oui, c'est en train de bouger, mais il faut qu'on soit encore patient, il faut qu'on bosse. Voilà, avançons alors. Oui, mais des deux côtés, je crois qu'il faut aussi dire aux femmes d'oser se respecter, et elles n'ont pas à subir mal. Et à avoir mal, voilà. Mais c'est pas. Serrer les dents, c'est vraiment pas la solution, puisque je dirais qu'en plus nous, il y a des dents, surtout pas en cas de la fellation. Hein. Je dirais de dire ça va passer, puis il aura son plaisir, et finalement bon voilà, tant pis. Je pense que c'est vraiment pas la solution, parce que je pense que nous, en tant qu'hommes, on ressent aussi quand il y a un vrai plaisir ou pas. Enfin, je veux dire, je veux bien la stimulation, etc. Mais de fait, s'il y a de la douleur, franchement, je ne crois pas que ça puisse être ressenti comme étant positif chez un homme. Enfin, après, il y a quelque part justement sur ce problème de pouvoir exprimer les choses ou de ne pas être dans la norme. À mon avis, avoir mal et subir, c'est surtout pas ça la solution. Vraiment, mais même du point de vue masculin. Mais bien sûr, Patrick. On se rejoint. On est bien d'accord, et puis merci de votre témoignage pour que certains hommes peut-être qui n'avaient pas pris conscience à ce point entendent que votre rôle à vous aussi, les hommes, il est important. D'accueillir. Absolument. Mais ça, il faut que vous nous parliez. Enfin, faut aussi tuer un mythe de la télépathie, de penser que le prince charmant, il sait tout, il voit tout, il a tout devancé, il a tout compris. Parce que oui, même mais moi, dans le dialogue, mais Patrick, il faut aussi comprendre comment fonctionne une femme. Une femme, elle est faite pour être mère, pour être réceptive. Enfin, je veux dire, quand on a un féminin très développé, par exemple chez un homme, on en parlait avec Philippe Arlin quand on était, puisqu'on a déjeuné ensemble avant l'émission. Et on racontait que l'un comme l'autre, alors Philippe a des chats, moi j'ai des chiens, l'un comme l'autre, parce qu'on a une part féminine assez développée, on n'a pas besoin qu'ils parlent, on devine ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils gémissent, etc., etc. Mais la femme est comme ça, et donc elle imagine que l'homme est comme ça aussi, que donc elle n'a pas besoin de tout exprimer clairement, qu'il va forcément comprendre. Vous voyez ? Mais vous avez raison, il faut parler, il faut dire. Mais bien sûr, mais c'est difficile. C'est mieux de le dire, mais c'est tellement mieux quand vous le comprenez sans qu'on ait à le dire. Ah, bah oui. Voilà. Ah, bah oui, mais on a nos limites. Aidez-nous. Mais c'est ce qu'on fait. Émission réception. Franchement, c'est ce qu'on fait. Brigitte et moi, de ce côté-là, je crois qu'on fait tout pour aider tout le monde. Là, je parle plus aux gens qui nous écoutent. Non, mais c'est important de comprendre que pour la femme, c'est assez logique qu'on ressente ce qu'elle ressent. C'est quelque chose d'assez, ce qui est faux, mais pour beaucoup de femmes, c'est comme ça que. Et puis, elle a le droit de dire non. Ah, ça c'est clair. Et ça, c'est difficile. Merci beaucoup Patrick, en tout cas. Merci à vous. On fait une petite pause et je vous propose qu'on évoque ces fameux sextoys en céramique. Je vous ai donné la photo et on va avoir le créateur dans un instant qui sera avec nous, qui s'appelle John. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et on va parler d'un petit peu autre chose. On va parler de ces sextoys en céramique. Nous sommes avec John, qui en est donc l'artisan céramiste. Bonjour John. Oui, bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Bonjour John. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, ce sont des sextoys que l'on peut voir sur le site edoneros.com, mais on le marquera sur sudradio.fr bien sûr. Et ce sont des godemichés, pour utiliser le terme, qui sont assez, alors de 15 à 20 cm, qui sont
qui sont en céramique, hein, donc qui sont pas du tout dans le mouvement actuel des jouets. Hein, c'est vraiment, j'allais dire presque un objet d'art. Et alors, ils sont en avec différentes pierres. Ça peut être du quartz, du topaz, du jade. Donc, ce sont des objets vraiment artistiques. Et alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ces objets, John ? Alors, moi, je suis céramiste depuis 3 ans. Et j'ai fait mûrir ce projet-là depuis maintenant 2 ans, et je me suis lancé dans cette société, vraiment dans ce projet, concrètement dans ce commerce depuis septembre. Et ce qui m'a donné envie, en fait, c'est un peu bêtement quand j'ai vu une fois en tournant le processus de fabrication en fait d'un céramiste, c'est le tournage et le centrage de la terre. Oui. Et il faut monter une quille, tout simplement sur le tour de potier. Et en fait, pour centrer la terre, il faut monter cette quille. Et je me suis absenté de l'atelier. Et la quille, en fait, quand je suis revenu sur mon poste de travail, c'était une forme un peu évocatrice. Et donc, du coup, je me suis dit, ça m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit, je vais travailler cette forme-là. Et voilà, tout bêtement, je me suis dit, je vais travailler cette forme pour en créer un sextoy. Parce que je savais, avec mon métier auparavant de céramiste dans l'art de la table, que le matériau de l'argile était un matériau qui était conducteur. Donc autant pour le chaud que pour le froid. Ils sont remplis d'argile, donc en effet, ils sont conducteurs de chaleur ou de froid. Exactement. Donc en fait, l'avantage avec l'argile, ce matériau-là diffuse la chaleur et le froid aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser l'expérience, et c'est quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a dit qu'il était quelque chose qu'il fallait qu'on travaille. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet-là. Et après, les avantages se sont affichés face à moi, puisque il n'y a que des avantages à travailler la céramique pour faire des sextoys. Tout simplement parce que en fait, la terre et le grès est cuit à 1300 degrés, donc du coup, c'est qui le rend beaucoup plus solide que par exemple des sextoys en verre, on va dire. Oui, bien sûr. Oui, pardon. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est très différent d'un sextoy parce que justement, c'est pas vibrant, c'est plus. C'est pas souple. C'est pas souple, donc c'est vraiment des objets qui sont. Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont plutôt décoratifs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, il y a du décoratif parce que on va dire, c'est une pièce d'art qui peut être utilisée comme de la déco, mais qui peut être aussi utilisée, totalement à utilisation. Pour intime, il n'y a aucun souci. Alors, il y a aucun souci parce qu'en plus, pour l'hygiène, c'est sûr que c'est une matière idéale parce que très facile à entretenir, très laver. Je me permets de mettre une petite parenthèse, moi, en tant que sexologue, c'est que la dureté de l'objet peut quand même représenter un obstacle, ou alors il faut en faire des petits, puisque les sextoys ont existé en forme de pierre et de métaux durs, mais ils étaient extrêmement petits. C'était un petit peu des objets, des galets passe-partout, et effectivement, là, moi, j'ai la photo de certaines de vos créations. Ils sont quand même, sans être très grands, ils sont quand même impressionnants. Donc, ils peuvent compléter certaines pratiques, mais voilà. On a sur du diamètre, on est sur du 4 cm. Donc, alors la photo peut-être n'est pas contractuelle, on va dire. C'est pas grave. C'est pas petit, 4 cm. Non, j'ai pas forcément précisé que c'était forcément petit. Je veux vexer personne, attention Brigitte. Mais par contre, non, le fait est que c'est vrai que moi je sais que le fait de l'avoir déjà diffusé, c'est vrai que cette précision que vous dites, monsieur, non, m'avait pas été évoquée. Mais j'en prends note. J'en prends bien note. Non, mais c'est vrai que vous faites bien de me le dire. Le fait par contre, la solidité. Moi, c'est vrai que le frein, comme avait évoqué, était le peur de la casse. Et la solidité, par contre, ça, je veux bien le préciser aux personnes. Bien sûr. Oui. Voilà. Et ça, par contre, voilà, je veux bien vraiment le dire aux personnes qui nous écoutent que nos sextoys sont avant commercialisation. Nous, on exerce une pression de 5 kilos avant commercialisation sur tous les modèles pour tester leur solidité. Que le fait que ce soit du grès
C'est une terre qui est non poreuse. Absolument. Voilà, bon, en tout cas, John, merci d'avoir pris le temps de nous en parler. Et puis, j'invite les auditeurs, s'ils ont envie de voir à quoi ça ressemble, vous allez sur le site edoneros.com, Edoneros avec un H, pour ceux qui éventuellement ont envie d'aller voir. Et puis, comme ça, vous pourrez regarder ce que ça... voilà, mais en effet, ce sont de beaux objets. Et puis, donc, c'est solide et c'est très décoratif. Merci beaucoup, John. Merci à vous. On fait une petite pause et on va se retrouver avec Bernadette de Gasquet qui nous a rejoint. Et je suis sûre que vous allez très, très bien vous entendre sur les questions des douleurs féminines, Philippe Arlin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et merci Philippe en tant que sexothérapeute de m'accompagner dans cette émission importante, les douleurs féminines durant les relations sexuelles. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter Bernadette de Gasquet qui nous rejoint. Merci d'être avec nous Bernadette. Oui, bonjour. Alors Bernadette, on se connaît bien. Vous avez sorti récemment dans ma collection de la Musardine psychologue, Les voies secrètes du plaisir de la bouche au périnée. Mettez tous vos sens en éveil. Dans ce livre, évidemment, vous reparler du périnée, de l'importance du périnée. Avec Philippe Arlin, depuis 14 heures, on évoque les douleurs féminines. Elles sont, me semble-t-il, beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'imagine, ces douleurs féminines. Vous qui êtes sur le terrain, si je puis dire, qui écoutez les femmes depuis tant d'années, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qu'est-ce que vous avez envie d'échanger avec Philippe ? Oui, effectivement, il n'y a pas que le vaginisme qui est très particulier, mais il y a des douleurs très mécaniques, plus ordinaires, je dirais, qui arrivent vraiment à des femmes qui avaient aucune raison d'avoir des problèmes et des douleurs, en particulier après des accouchements, à l'occasion de certains sports très asymétriques, par exemple. Dans le vagin, il y a beaucoup de muscles, beaucoup. Et il y en a de chaque côté, etc. Et selon les positions, selon ce qui se passe, ça peut être... il peut y avoir vraiment une douleur aiguë. Et c'est un peu dommage parce que c'est assez simple à traiter, ça. Beaucoup plus simple que le vaginisme. C'est un petit peu mécanique, mais il faut savoir reconnaître... les positions qui vont être plus facilitantes, qui vont... Si par exemple une femme a un utérus qui descend très bas, quand le pénis va toucher le col, ça va provoquer des douleurs abdominales très importantes. Et on peut faire en sorte que, par la position, son vagin devienne plus profond, que le col remonte, etc. Donc c'est encore une fois bien se connaître. Mais tout à l'heure, Brigitte, j'ai entendu... Effectivement, le vagin, c'est intérieur. Et c'est difficile pour la femme de connaître cet intérieur. Si elle s'explore pas, et quand elle s'explore toute seule, c'est pas toujours évident. Puis on n'a aucune référence des copines. Enfin, ça dépend qui, mais la majorité savent pas très bien ce qui est normal, pas normal. Et vraiment, il y a des choses qui pourraient être évitées, c'est ça que j'ai envie de dire. Bien sûr. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'une douleur, il faut toujours l'écouter dès le début, parce que sinon, elle peut devenir récurrente et finir par provoquer une baisse de désir, un problème de rapport sexuel. Oui, mais comme vous le dites justement, quand on écoute, la patiente va nous dire que les douleurs sont plus d'un côté que de l'autre. Il y a différentes choses qui permettent de pas rester sur un diagnostic effectivement de vaginisme ou d'explorer d'autres pistes qui peuvent être travaillées. La patiente sait souvent qu'il va y avoir des positions moins douloureuses que d'autres et tout ça peut amener petit à petit à comprendre ce qui se passe, mais il faut pour ça qu'on lui laisse de la place pour qu'elle puisse s'exprimer. Et c'est vraiment important. Il y a eu à une époque, et j'ai l'impression qu'elle n'existe plus, il y avait une application qui s'appelait Vulvae, qui permettait aux femmes de décrire vraiment leurs symptômes et tout, et ça nous permettait à nous, thérapeutes, d'avoir un vrai journal des douleurs, des comment, dans quelle position, etc. Parce que c'est riche et complexe les douleurs, mais souvent la solution est assez simple.
dès qu'on a à peu près compris ce qui se passe, la solution est assez simple. Ça peut être effectivement d'adapter les rapports. Ça peut être aussi, moi, j'ai la chance d'avoir une ostéopathe qui est vraiment spécialisée sur le bassin et sur ce type de douleur et qui fait un travail remarquable pour aider à... Voilà, il faut vraiment arriver à ce qu'on nous parle, qu'on nous décrive les choses et qu'effectivement on n'enferme pas tout derrière le mot vaginisme. Parce que le vrai vaginisme, il n'y en a pas non plus tant que ça. Non, et puis le vaginisme, en général, c'est une douleur plutôt à la pénétration. Oui, très précise, et puis il y a une fermeture. Oui, tandis qu'il y a des douleurs au début du rapport, il y a des douleurs au bout d'un certain temps parce qu'il n'y a pas assez de lubrification, il y a des douleurs en effet au col de l'utérus, qui est encore différent. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir des douleurs qui sont dues, par exemple, je sais pas moi, à des problèmes intestinaux, à des problèmes de mal de dos, à des problèmes Oui, beaucoup de choses. Par exemple, un coccyx qui est très dévié, qui est très recourbé, peut être douloureux parce qu'il y a juste un problème de friction, de compression. Par exemple, quelque chose comme ça, selon évidemment le type de rapport des hémorroïdes, etc. Il y a quand même des éléments qui font que... Et ensuite de couche, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que souvent la femme pense que elle a mal, c'est à cause de l'épisiotomie ou la déchirure, c'est-à-dire si son périnée a été suturé. Et souvent, ça n'a rien à voir. C'est pas à cet endroit-là, etc. Et du coup, elle focalise là-dessus. Et souvent, on l'examine avec un spéculum, si c'est un truc gynéco. Et on voit pas du tout. On voit pas parce que ça masque, en fait. Et c'est justement quand on n'a pas le spéculum et qu'on appuie juste à un endroit, c'est là. Alors que jusque-là, on n'avait rien vu, on avait fait des prélèvements. Alors là, ça devient compliqué parce que les gynécos n'osent plus mettre utiliser leurs doigts pour examiner les patientes. Là, on avance à l'envers, excusez-moi. Oui, mais dans le cadre... c'est un peu un paradoxe puisque tout ce qui va être justement touché vaginal est très suspect, sauf qu'après, on fait une rééducation périnéale, les doigts dans le vagin pendant toute la séance. Oui. Et ça choque personne. Bon, il faut... Oui, non, mais moi, par moment, il faut aussi lever les paradoxes de la société. Bien sûr qu'il faut l'élever. Et effectivement, moi, quand j'envoie vers cette ostéopathe, je dis clairement qu'elle va y avoir des manipulations. C'est une femme, voilà. Et on arrive comme ça à détecter les choses. Pour répondre à votre question, moi, j'ai eu 2 fois une patiente qui souffrait du syndrome du côlon irritable et dans certaines positions elle avait des douleurs parce que ça venait taper. Oui, c'est ça, voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, et je pense que là tout le monde va visualiser, c'est que c'est un objet dur. Enfin, c'est à espérer qu'il soit dur d'ailleurs, ce pénis, qui rentre dans notre corps, à l'intérieur de nous. Et donc forcément cet objet dur va appuyer à des endroits qui peuvent être douloureux, et que c'est pas forcément uniquement le vagin, et ça peut être je veux dire, quand on a très très mal au ventre, a priori on n'a pas envie de faire l'amour de toute façon en tant que femme. Oui, ça serait qu'une vessie très pleine, c'est impossible. Ça crée un spasme, une tension qui fait que on sera pas bien. Donc il y a un petit peu une hygiène de vie sur la sexualité qui n'est pas assez connue. Et est-ce que vous pensez qu'on devrait encourager les femmes justement à s'introduire déjà peut-être un doigt ou 2 dans leur vagin, peut-être de s'entraîner avec des jouets qui sont maintenant, on a tout ce qu'on veut. Oui, parce que c'est intérieur, il faut aller voir à l'intérieur. Aujourd'hui, je trouve que c'est mieux parce qu'il y a les cups, il y a les femmes. Il y a eu une génération, elles n'avaient jamais mis les doigts dans le vagin, ou alors c'était de la masturbation. Et donc, c'est difficile parfois de séparer le côté examen organique et masturbation. Et donc, aller leur dire « mettez les doigts dans le vagin », ça pouvait choquer énormément. Aujourd'hui, quand même, beaucoup moins, puisqu'il y a les cups, il y a les tampons et les PCR. Vous savez que je suis un peu une fan des PCR quand c'est nécessaire, des objets qu'on introduit dans le vagin pour éviter les descentes d'organes, etc. Et donc,
c'est très mécanique, mais ça peut servir. Mais moi, il m'arrive simplement de donner des rappels d'anatomie à mes patientes. Oui, en l'occurrence, celles qui ont des douleurs à l'intestin et qui comprennent pas pourquoi ça leur fait mal à l'intestin, je suis obligé de leur montrer à quel point, mais ça communique. On a l'impression que quand on a une sexualité, tout ça devient vide. On n'est plus que à l'intérieur d'un vagin. Il y a une immense grotte, c'est le ventre, et il n'y a plus d'autres organes. Il n'y a plus le foie, il n'y a plus l'estomac, il n'y a plus le col de l'utérus, il n'y a plus l'intestin. La mauvaise nouvelle que je leur ramène, c'est que les organes ne se sont pas absentés pendant l'orgasme. Ils sont là et que, effectivement, en plus, c'est très aidant de comprendre que leur douleur, elles l'inventent pas. Oui, elles ont raison, elles peuvent avoir mal à certains moments. Moi, j'ai une patiente, malheureusement, chaque rapport déclenchait un besoin d'aller à la selle. Donc, elle avait vraiment arrêté d'avoir des rapports parce qu'elle n'avait pas fait le rapport avec sa maladie intestinale, etc. Donc, se rappeler que oui, c'est physique, c'est à l'intérieur, que si on touche le col, oui, c'est normal que ça fasse mal parce qu'il est relié comme ça. C'est ça, et effectivement, il y a ne serait-ce qu'une grosse constipation va peut-être générer des maux de dos. Et l'appui sur le rectum va stimuler ces douleurs dans le dos. Il y a beaucoup de douleurs du dos qui sont des douleurs viscérales. En fait. Oui, bien sûr. Voilà. Tout ça est lié, bien sûr. Et voilà. Et donc c'est la bouche, le nez, le périnée. Oui, c'est votre livre Les voies secrètes du plaisir, Bernadette de Gasquet. Alors vous êtes peut-être comment dirais-je, la prêtresse du périnée, Bernadette de Gasquet. Vous êtes une des premières à avoir évoqué l'importance du périnée. Vous êtes la première à tirer la sonnette d'alarme sur les petites jeunes filles qu'on fait trop sauter à la corde, qu'on fait faire de la gymnastique en sautant, etc., et qui abîment leur périnée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là à celles qui nous écoutent? Justement de faire qu'on n'est pas comme les hommes, il y a vraiment des grandes différences et qu'il y a des choses qui sont certainement très bénéfiques pour en général, pour le cœur, pour tout ça, mais qui peuvent être néfastes pour certaines femmes. Je dis toujours que quand on va faire du sport, on a toujours un examen médical, cardiaque et autres, jamais le périnée, jamais. On n'en parle jamais. Et c'est souvent là qu'il y a les problèmes. Pas seulement d'incontinence, de douleur, et qu'on aggrave les descentes d'organes avec des renforcements abdominaux qui sont pas cohérents, beaucoup de choses qui donc encore une fois pourraient être évitées. Et j'aime bien aller voir dans les savoirs traditionnels, comme normalement dans les culture traditionnelle, les femmes ont beaucoup d'enfants, on fait attention à leur corps. Et il y a plein de soins qui sont connus, qui sont de bon sens et qu'on a complètement oubliés. On ne se soigne pas au niveau du périnée. Oui, d'ailleurs les chiffres sont catastrophiques. Moi j'ai vu pratiquement une femme sur deux après 55 ans a des fuites urinaires. Je veux dire, et surtout les sportives. Oui, c'est assez. Moi, ça va, j'ai fait de l'équitation. Mais alors, c'est une parenthèse parce que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais les hommes sont aussi profondément ignorants de leur périnée. Or, c'est moins important, quand même. Peut y avoir un rôle important dans le maintien de l'érection de qualité en vieillissant. On fait revenir des érections sur pas mal de patients qui ont des difficultés simplement en travaillant le périnée. C'est une partie fondamentale de notre être. C'est le plancher mais c'est bien de le rappeler. Le fondement. Ouais. Voilà. C'est bien de le rappeler. Et ce qu'il faut bien comprendre, là, encore une fois, on est à la radio, mais on va essayer de faire visualiser aux gens. Nous, on a 2 trous au lieu d'un, donc forcément, le périnée est beaucoup plus fragilisé. Bien sûr. Il y a un vide, dans lequel peuvent descendre la vessie et l'utérus. Voilà. Il n'y a pas de vide chez l'homme. Nous n'avons pas ce vide. Et donc j'ai envie de dire à toutes les femmes, intéressez-vous à votre périnée avant même d'avoir eu des enfants. Et puis ne bâclez pas la rééducation périnéale après un accouchement, parce que c'est très très important. Oui, ou à d'autres moments de la vie. Donc bien sûr, la ménopause va réactiver les problèmes à cause des hormones. Parce que justement, nous, on est très très vulnérables aux hormones. Même dans un cycle, il y a des moments où le périnée, c'est pas le même.
Une femme, c'est pas un homme. Voilà. Et oui, et c'est toujours bien de le rappeler. Merci en tout cas tous les deux. On fait une petite pause et puis on va donner la parole à Séverine dans un instant qui va réagir aussi parce qu'elle est atteinte de vaginisme. Et puis tous les deux, vous allez pouvoir, j'espère, l'aider vraiment. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, et de Bernadette de Gasquet, autrice de ce livre Les voies du secret du plaisir aux éditions de La Musardine. Bernadette, vous êtes médecin, professeur de yoga, mais vous êtes également la spécialiste du périnée. On va donner la parole maintenant pour conclure à Séverine qui est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Philippe. Bonjour Séverine. Et Bernadette aussi qui est avec nous. Bernadette, pardon. Non, mais je vous en prie, Séverine. Donc vous êtes atteinte ou vous avez été atteinte de vaginisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors je l'ai été il y a quelques années, il y a de nombreuses années maintenant, puisque ça fait, on va dire, une bonne 10-12 ans que j'en suis sortie. Mais ça m'a poursuivi, on va dire. Je dis poursuivi, c'est pas forcément le terme approprié peut-être, mais j'ai été atteinte à partir de l'âge de 15-16 ans à peu près, jusqu'à une quinzaine d'années encore après, où régulièrement j'ai été très 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 embêtée. Quand j'ai très embêtée, c'était tous les mois où j'avais des soucis, où je devais aller consulter le médecin, faire des examens, etc. Et puis des suivis, enfin des traitements du coup. Donc. Mais c'était quoi vos soucis ? Vous aviez mal ou c'était juste ou c'était mal, pendant les rapports ? J'avais des infections en fait très très régulièrement. Donc je dis tous les mois quasiment, j'avais une infection vaginale, pas une infection urinaire, vraiment une infection vaginale où j'ai été traitée via des ovules, par des ovules et de la crème. Et puis après, alors est-ce que c'était comme c'était inflammatoire, j'avais forcément, je dirais, je souffrais pendant les rapports. Donc, bien sûr. Oui. Donc c'était pas du tout agréable pour moi. Mais vous pouviez être pénétré. Oui, complètement. Donc j'arrivais quand même. Bon, c'était difficile. C'était douloureux. Oui, d'accord, mais on n'est pas dans du vaginisme là. On est dans des douleurs lors des rapports. C'est pas tout à fait le terme vaginisme n'est pas tout à fait le bon. Ah oui, approprié. Alors d'accord. Ouais. Donc, mais oui, j'arrivais quand même. C'est des dyspareunies, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais ce qui est étonnant, et excusez-moi de m'en étonner, mais vous dites ça vous a suivi pendant 15 ans. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Parce qu'un problème d'infection vaginale qui aurait duré 15 ans ? Oui, parce que moi, j'avais pas. J'avais pas connaissance, j'avais même pas conscience que ça pouvait. Alors à l'époque, j'étais jeune, je vous dis, ça a démarré très très jeune. Puis même à 20 ou 22 ans, alors j'ai jamais été aiguillée, orientée vers probablement les bons praticiens, peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai toujours été suivie par un gynécologue et le médecin traitant pour ces problèmes. Et en fait, comment ça s'est calmé, comment ça s'est arrêté ? Alors non pas par magie avec 15 ans de prise d'ovules, on va dire, plus des antibiotiques parfois, parce que c'était parfois très très important. Et j'ai été suivie, ça s'est arrêté, on va dire, complètement quand j'ai fait un suivi thérapeutique en fait avec une psychologue pour traiter tout un autre problème qui est lié, parce que j'avais mis au fond entre guillemets un peu dans le déni, même si j'en avais conscience, que j'avais été violée à plusieurs reprises quand j'étais toute petite enfant. Donc mon corps probablement, il fallait que je fasse quelque chose, mais personne m'a aidé à ce niveau-là, et moi j'avais. Et vous n'étiez quand vous aviez 15 ans, vous vous souveniez de ces viols, de ces abus sexuels durant l'enfance, oui. Mais vous ne faisiez, alors c'est pas de votre faute, vous faisiez pas le rapprochement, et personne n'a eu l'intelligence de vous aider à le faire plus vite. Et comme je dis souvent, tout d'un coup, enfin quelqu'un a mis le doigt dessus, si je puis dire, et c'est ça qui vous a libéré. Oui, c'est un gynécologue qui a mis le doigt dessus. Oui, quand même. Voilà, oui. Tant mieux. Mais en fait, ces problèmes d'abus, on en a souvent parlé ici avec Brigitte, c'est extrêmement fréquent, mais c'est très rarement, justement, détecté par
par la médecine. Par le corps médical, oui. Voilà. Et c'est assez rare, quoi. On se pose cette question-là. C'est encore un grand tabou. Pourtant, on avance, mais c'est encore un grand tabou. Alors que bien souvent, derrière une douleur féminine, de toute façon, il y a une douleur psychique. Alors, je dis pas tout le temps. Encore une fois, attention. Non, mais il y a une douleur, quelle qu'elle soit. Elle n'est pas forcément liée à un abus, mais il y a une douleur. Le corps a pas mal par hasard. Mais là, ce qu'on voit pendant ces 15 ans, c'est qu'on a un traitement, mais comme derrière, on a quelque chose qui est inflammé, mais qu'on dit pas, faudrait faire une pause dans la sexualité. Alors heureusement, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'à un moment, vous y alliez plus parce que vous aviez mal. On aggrave et le message du corps est toujours pas reçu. Donc, on rentre dans une chronicité. Heureusement que vous avez entrepris ce travail à côté, parce qu'effectivement... Mais oui, parce que j'en ai parlé, excusez-moi. Oui. Je vous en prie, Séverine. Allez-y. J'en avais parlé, donc je retournais voir un gynécologue que j'avais rencontré un tout petit peu avant, mais c'est pas lui qui m'avait suivi pour ma grossesse. Et puis au moment où j'ai été ma première et unique grossesse d'ailleurs, je suis allée le revoir et parce que j'avais toujours ces douleurs, parce que j'étais pas bien. En plus j'ai eu une épisio qui était vraiment pas belle du tout, donc je souffrais encore plus de ça aussi derrière. Et c'est lui qui m'a dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie avant, votre enfance, et là, alors que je m'étais je m'étais tue pendant toutes ces années, j'ai craqué, voilà. Donc à ce moment-là, et alors après il m'a conseillé d'aller voir un thérapeute, voilà, de faire des tas de choses, ce que j'ai fait de ce fait, mais jamais j'avais conscience à l'époque que ça pouvait provenir de là. Donc aujourd'hui, je dirais grand merci à ce gynécologue, parce que franchement, il m'a sauvé de quelque chose, et je pense que est-ce que consciemment ou inconsciemment, je provoquais ces infections pour ne pas avoir de rapport, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de très sale, lié au... Puis votre corps, vous le confirmez, en créant une infection, vous créez quelque chose de sale. En tout cas, merci Séverine de votre témoignage, parce que ça va peut-être aider quelques femmes qui écoutent et qui tout d'un coup vont se dire peut-être que, et donc arriver tout est lié, tout peut être lié, à se libérer. Et pour moi, à partir du moment où des traitements classiques et sérieux ne marchent pas, il faut se dire le problème est ailleurs. Il est plus on ne profond, peut pas rester 15 ans avec un traitement. Ça ne marche pas. Il ne faudrait pas, en tout cas, parce que beaucoup le font malheureusement. Il faut se poser quand même d'autres questions. Merci. Les causes à répétition, tous ces éléments. Merci en tout cas à tous les deux. Philippe Arlin, je rappelle que vous êtes également l'auteur de Libérer votre désir, c'est aux éditions de la Musardine, et ce livre aussi de Bernadette de Gasquet, Les voies secrètes du plaisir, aux éditions de la Musardine, qui permet de vraiment comprendre tout ce qui se passe dans notre corps, j'allais dire des pieds, non, du périnée au nez et à la bouche. Voilà. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et lundi, nous serons avec Patrick Daquet, et j'ai eu envie de parler de la nature et des animaux qui ont tel pouvoir pour nous faire du bien, pour nous réconcilier avec l'amour. Donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous auront envie de réagir.